La première, 9h-10h, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. L'idée de Super Mario, elle est née lors d'une réunion où j'ai présenté mon désir de créer un héros plus grand qui court dans un décor avec de beaux graphismes. La nouvelle génération, les jeux électroniques, provoquent un véritable boom. Alors, offrir aux enfants un Luna Park de poche ou à domicile qu'il peut utiliser en permanence, est-ce vraiment un progrès ? Sauter sur un champignon, lancer des boules de feu, éviter des plantes carnivores et au bout de l'aventure, sauver une princesse. Bienvenue dans le monde de Mario, le petit plombier moustachu. La sortie du jeu Super Mario en 1985 sur la première console de Nintendo déclenche une révolution. Car le jeu est innovant sur plein d'aspects, il déclenche une révolution culturelle pour le monde du jeu vidéo. Mais aussi une révolution industrielle, car Mario fait vendre des millions de consoles à Nintendo et propulse le jeu vidéo dans un autre monde. Comment Mario a poussé le jeu vidéo à quitter les salles d'arcade pour s'inviter à la maison, c'est ce que nous vous racontons aujourd'hui dans l'Histoire continue. La première, L'histoire continue. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue. Nous nous plongeons aujourd'hui dans le royaume champignon avec Mario Bros, le jeu qui a tout changé, un jeu totalement culte et incontournable. Rares, très rares même, sont les joueurs qui n'ont jamais, au moins une fois, joué à Super Mario Bros. Ça c'est vrai, cette histoire commence dans les années 80 lorsque Nintendo fait le pari de la console de salon pour se développer en dehors des salles d'arcade, un pari gagnant. Mais ce qui est intéressant évidemment, c'est de tenter de comprendre pourquoi et comment Nintendo a réussi à ce point à s'imposer dans ce secteur. Évoquer le succès de Super Mario Bros, c'est évidemment aussi prendre la mesure de l'évolution technique et artistique du jeu vidéo en 40 ans, mais évidemment aussi d'observer comment certaines recettes inventées à l'époque restent encore aujourd'hui utilisées. Alors pour en parler avec nous, Ibrahim Assam, chargé de projet gaming pour RTBF XP, bonjour. Bonjour. Et Alexandre Waynes, game designer, accompagnateur gaming chez Azimut Entreprendre, bonjour. Bonjour. Et vous êtes avec nous depuis Charleroi. Ibrahim Assam, d'abord commencez par vous, RTBF XP. Bon, vous avez forcément joué à Mario, impossible autrement, expert jeu. Hein. Évidemment. Vous vous souvenez de la première fois ? Tout à fait. Donc c'était chez mon oncle au Maroc, fin des années 90. J'étais tout petit, je devais avoir 3-4 ans. Ah oui, c'est jeune ça. C'était en famille, hein, donc avec mes cousins, mes frères, ma petite sœur. Il sort sa Super NES, une cartouche, et là, hop, la musique se lance, Super Mario sur la Super NES, et directement enchanté, la petite musique qui me rentre en tête, le premier tuyau, le monde souterrain, les Goombas, donc ces petits personnages champignons qu'il faut écraser, pardon. Ouais. Voilà. Vous êtes arrivé au bout ? Pas tout de suite, mais bien vous sûr. êtes arrivé un jour. Par la suite. Moi, je suis pas arrivé au bout, j'avoue. Alexandre Waynes, même question à vous. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez rencontré Mario ? Oui, bien sûr. Donc moi, c'était via le Game Boy, donc la console portable, de Nintendo, qui était sortie en 89, 90 dans ces zones-là. Et donc c'était sur le jeu Super Mario Land, donc c'est à peu près la même expérience. C'est aussi Mario qui saute sur les petits Goombas dont vous parliez, qui prend des champignons, et voilà, il faut avancer à travers toutes sortes de tout plein de mondes différents, aller sauver la princesse à la fin. Donc tout était déjà là. Allez, on a presque toutes et tous notre petite histoire avec Mario. On se replonge tout de suite dans nos archives et on revient après. Nous sommes le 13 septembre 1985 au Japon. Le ciel est d'un bleu éclatant. Ça et là s'accrochent quelques sympathiques cumulus cotonneux. Quelques collines de verdure se détachent de l'horizon. Tout semble radieux et calme. Et puis tout d'un coup, une sorte de champignon s'approche avec détermination. Avec ses sourcils froncés, on se doute que ce champignon-là ne nous veut pas du bien. Ainsi
commence le premier niveau de Super Mario Bros. Le jeu nous place dans le royaume champignon, aux commandes de Mario, un plombier moustachu à la salopette et casquette rouge, chargé de sauver la princesse Peach, des griffes de Bowser, une sorte de dragon qui crache du feu. Mario vient de sortir au Japon. Sur la Famicom, la première console de salon produite par Nintendo. Elle deviendra bien vite la NES pour Nintendo Entertainment System lors de sa sortie aux États-Unis. Au total, la NES va s'écouler à plus de 60 millions d'exemplaires en 10 ans, un chiffre inimaginable à l'époque. Autrefois cloîtré dans les salles d'arcade, le jeu vidéo s'invite désormais dans le salon des familles. Et cette révolution industrielle et culturelle, on la doit beaucoup à Nintendo. Et Nintendo la doit beaucoup à Mario. Et Mario doit beaucoup à un homme. L'histoire de Mario commence en 1977. Shigeru Miyamoto, futur créateur du jeu, sort diplômé de design industriel de l'université de Kanazawa, dans l'ouest du Japon. Il a des longs cheveux noirs, des lunettes carrées de premier de classe. D'ailleurs, celui qu'on appellera plus tard le Spielberg du jeu vidéo sort premier de sa promotion et il file dans la société Nintendo. Cet ancien fabricant de cartes à jouer s'est lancé dans le jeu électronique depuis quelques années et fabrique désormais des bornes d'arcade. Car, à la fin des années 70, l'arcade est le nouveau phénomène à la mode chez les jeunes. On les retrouve partout, ces jeux vidéo. Dans les bars, les salles de quilles, dans les universités, chez les commerçants du coin. Dans la région métropolitaine, on compte également une quarantaine de galeries de jeux vidéo. Ce commerce rapporte beaucoup d'argent. Il y a 2 ans, en Amérique du Nord, les habitués des jeux vidéo, ou comme on les appelle aux États-Unis, les vididiots, ont dépensé plus de 5 milliards de dollars. Il s'agit du double des recettes de tous les casinos du Nevada. Entre les flippers et les tables de billard, les bornes d'arcade envahissent le marché, avec à chaque fois des jeux phares que l'on se dispute. Quand Shigeru Miyamoto commence sa carrière à la fin des années 70, c'est Space Invaders, produit par le concurrent japonais Taito, qui cartonne. Une pièce et un écran noir, des lignes d'extraterrestres blanches doivent être détruites par un vaisseau. Space Invaders, c'est un hit, un des tout premiers grands hits du jeu vidéo. Deux ans plus tard, il est rejoint par Pac-Man, produit par un autre concurrent japonais, Namco. Souvent, dans les salles d'arcade, les meilleurs jeux génèrent des files d'attente, des petits clans secrets pour se réserver une borne. Le succès est tel et rapporte tellement d'argent qu'il crée une forme de fièvre dans l'industrie, aux États-Unis surtout. Depuis le Japon, Nintendo tente bien sûr de s'y faire une place au soleil. Pour y arriver, l'entreprise doit rassasier l'insatiable besoin de nouveautés des consommateurs. Il confie le projet d'un nouveau jeu au jeune designer Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto dessine et conçoit Donkey Kong en 1981. Un singe enlève une jeune princesse et grimpe en haut d'un immeuble. Pour la sauver, il faudra grimper des échelles et éviter les tonneaux lancés par Kong. Et c'est un premier succès majeur. Nintendo se fait une place dans l'obscurité des salles d'arcade. Les raisons du succès, des personnages sympathiques de type cartoon, 4 niveaux différents,
qui pousse à la découverte. Et puis surtout, pour une des toutes premières fois, un jeu avec un scénario. Oh, un petit scénario. Là où jusqu'ici, il n'y avait qu'une action à faire dans les jeux. Tirer, avaler, éviter. Avec Donkey Kong, le jeu vidéo passe d'un jeu d'adresse à un jeu immersif ou narratif. Et si le héros de Donkey Kong, c'est le singe, le personnage qui doit sauver la princesse attire aussi l'attention. Fait de quelques pixels, il a une salopette et une casquette rouge, une grosse tête et une moustache. Mario apparaît pour la première fois sur les écrans. On est donc en 1981 et cette sortie intervient à un moment charnière. Car le jeu vidéo connaît une évolution majeure, l'électronique investit le monde du jouet. Pauvre Saint-Nicolas et pauvres parents. Comment choisir un bon jouet? Bien sûr, les poupées, les mécanos, enfin tous les jeux traditionnels existent toujours. Mais la nouvelle génération, les jeux électroniques, provoquent un véritable boom. Il est désormais possible de jouer chez soi sur l'écran de son salon. Les grands succès de l'arcade sont transposés sur des machines, comme l'Atari 2600. Et Donkey Kong rejoint Space Invaders et Pong au catalogue. Il s'agit de consoles qu'on adapte à n'importe quel appareil de télévision que la plupart des gens possèdent maintenant. Oui. Et alors là, il y a une gamme de cassettes qui devient étourdissante dans tous les domaines. Il faut bien constater que le plus souvent, il ressemble furieusement à ce qu'on trouvait naguère uniquement dans les Luna Park. Alors, offrir aux enfants un Luna Park de poche ou à domicile qu'il peut utiliser en permanence, est-ce vraiment un progrès? Un importateur de jeux électroniques n'y voit, lui, évidemment que des qualités, mais est-ce une surprise? Ces jeux électroniques développent les réflexes, la capacité de coordination motrice, enfin, et surtout ils initient les enfants à l'ère de l'électronique dans laquelle nous sommes en plein. À l'époque, Nintendo a donc produit quelques bons jeux, dont Donkey Kong. Il a produit des bornes d'arcade et surtout des petits jeux d'adresse de poche, mais il est mal positionné face à l'évolution du marché car il n'a toujours pas de console. Alors l'entreprise s'y met et planche sur sa première console de salon, la future NES. Et les dirigeants le savent, pour la lancer, il faut un killer game, un jeu qui pousse les joueurs à acheter la console. Nintendo rappelle son designer aux cheveux longs, Shigeru Miyamoto. Il conçoit et dessine Super Mario Bros. Plutôt que de partir des idées d'un programmeur, Nintendo met un programmeur au service d'un designer. Et Miyamoto obtient ce qu'il veut. Et ce seront des prouesses techniques. Ce sera un jeu de plateforme à défilement horizontal. La caméra suit le joueur, une technique de scrolling encore peu courante à l'époque. Cela donne un jeu fluide qui invite au voyage et renforce le scénario. Tout est fait pour se perdre, s'immerger dans le royaume champignon à la recherche de la princesse Peach, notamment grâce à la musique de Koji Kondo. Dans les nouveautés, initiées par Mario, les sons. Ils sont dynamiques. Si l'on pousse plus fort sur le bouton, Mario saute plus loin. Et il lui faut plus de temps pour s'arrêter. Il y a des niveaux secrets, des bonus cachés. Mario peut lancer des boules de feu, s'agrandir. Les ennemis varient, renforçant la difficulté au fur et à mesure, sans lasser le joueur. Shigeru Miyamoto a travaillé jour et nuit à chaque détail. En 1985, à sa sortie aux États-Unis, la nouvelle console de Nintendo tient son jeu star. Et les États-Unis plongent dans Mario avec enthousiasme. L'Europe suivra 2 ans plus tard, en 1987. Cela ne s'arrêtera plus. Mario est devenu une icône pop, un objet culturel
est le fer de lance d'une nouvelle industrie qui a ses plus beaux jours devant elle. La première, L'histoire continue. On vous raconte donc la sortie de Super Mario Bros en 1985, les conséquences culturelles et industrielles qu'elle a eues. Avec nous, Ibrahim Assam, chargé de projet gaming pour RTBF XP, et Alexandre Waynes, game designer, est avec nous également. Ibrahim Assam, qu'est-ce qui vous marque, vous, dans ce jeu Mario Bros ? Alors, Mario Bros, c'est vraiment le cas d'école du jeu vidéo en termes de bon design de jeu. Hein. Si je devais le définir en un seul terme, ce serait la subtilité. C'est-à-dire que quand on lance Super Mario pour la première fois, vous savez, il n'y a pas besoin de tutoriel, on n'a pas besoin de nous dire telle touche fait ça. Vous avez la manette en main, vous avez le jeu face à vous, n'importe quel âge, n'importe quelle sensibilité avec le jeu vidéo. Vous manipulez la manette, vous appuyez sur A, ok, ça saute. Sur B, vous allez à gauche, à droite. Ah, ok, ça court, ça va peut-être un peu plus vite. Ah, il y a un premier Goomba qui apparaît. Qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un petit champignon, hein, pour ceux qui n'ont jamais joué, il faut tout à fait traduire. Merci pour le rappel. Je vous en prie. Effectivement. Il faut pas, si on va dessus, on meurt. Hein. Si on va dessus, on meurt. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Oui. Donc, on voit un champignon. Qu'est-ce qui se passe si je dis, ah, ok, je meurs. Comment je peux le vaincre ? Ok, je peux le passer. Ah, mais si je saute dessus, je gagne des points. Et en plus de ça, il meurt, donc je peux continuer le jeu. Voilà. Très intuitif. Exactement. Tout ça pour dire que le jeu est pensé pour être intuitif et pour accompagner le joueur sans vraiment l'accompagner directement. Ouais, et des plus petits aux plus grands. Et ça aussi, c'est Nintendo, c'est s'adresser à tout le monde, hein, le public de la famille. Alexandre Waynes, vous êtes donc game designer. Alors, ce premier niveau de Mario, c'est cas d'école, disait Ibrahim Assam. Je pense que vous l'enseignez aussi en préparant l'émission. C'est ce que vous nous disiez, parce que tout a été pensé dans les moindres détails pour accrocher le joueur. Oui, tout à fait. Ça reste encore aujourd'hui vraiment une référence. C'est vraiment encore ce niveau 1-1 est encore étudié dans les écoles. Hein. Effectivement, je donne plusieurs cours de level design, comme on appelle ça. Donc c'est la démarche de créer les niveaux de jeu. Et ça reste effectivement une référence parce que, comme ça a été expliqué, c'est pensé pour être extrêmement intuitif et rien que par exemple le petit Goomba que vous évoquiez, donc c'est ce premier ennemi qu'on va rencontrer, il a une allure un peu de champignon effectivement pour être cohérent avec l'univers, mais il est aussi pensé pour évoquer un peu un bouton poussoir et ainsi donner envie en fait, essayer de faire comprendre intuitivement qu'il faut sauter dessus pour arriver à le vaincre. Et il y a effectivement ces sourcils aussi dans son design qui sont froncés et qui vont permettre de comprendre très rapidement que c'est effectivement un ennemi, qu'il faut être vigilant. Et dans cette première disposition de blocs aussi qu'on va rencontrer autour de ce Goomba, c'est pensé aussi pour en essayant de sauter dessus, on va naturellement cogner un petit bloc avec un point d'interrogation qui va faire sortir un champignon qui cette fois-ci est positif, est un bonus, et qui va rebondir sur un tuyau qui a été posé là volontairement pour que le champignon vienne naturellement vers nous au moment où on retombe sur le sol. Et ainsi on voit que le personnage grandit, Mario grandit et devient plus fort. Et donc tout ça a été prévu et millimétré effectivement pour que tout ça se produise de façon naturelle, un peu quelles que soient les actions du joueur dans cette séquence-là, quoi. On entendait dans le récit et dans nos archives le rôle qu'a joué Shigeru Miyamoto, ce Spielberg du jeu vidéo. Lui doit donc Donkey Kong, Mario, Zelda, après les plus gros succès de Nintendo. Écoutez-le en 1983, alors qu'il est en train de concevoir Mario. Hello. I'm Shigeru Miyamoto. Bonjour, je suis Shigeru Miyamoto, développeur chez Nintendo. Dans les premiers jeux vidéo, un développeur pouvait développer un jeu entier tout seul. Mais quand la technologie a avancé, des graphistes, des designers sonores ont également joué un rôle dans la conception des jeux. Et depuis la sortie de Donkey Kong en 1981, j'ai créé des jeux dans lesquels Mario utilise ses capacités de saut pour affronter ses rivaux. L'idée de Super Mario, elle est née lors d'une réunion où j'ai présenté mon désir de créer un héros plus grand qui court dans un décor avec de beaux graphismes. Nous avons discuté de la question de savoir si ça plairait au marché et nous avons réfléchi à de nouvelles idées.
Voilà, des nouvelles idées pour plaire au marché. On va parler justement, Ibrahim Assam, de ce marché, parce qu'au moment où il sort en 85, c'est pas joli, le marché du jeu vidéo. Il y a une grosse crise en 83. Et on dit souvent que Mario a sauvé l'industrie du jeu vidéo. Expliquez-nous ça. Eh bien, tout à fait. Déjà, il faut un peu comprendre les raisons de ce qu'on appelle premier crash du jeu vidéo en 1983. Eh bien, à l'époque, le jeu vidéo, d'un point de vue créatif, c'était, on va dire, pas très inspiré, pour dire ça très vulgairement. Le jeu était un peu bâclé, quoi. Pas un peu bâclé, mais une fois qu'il y avait un succès un petit peu créatif, quelque chose d'original, en fait, beaucoup de jeux n'étaient que quelque part des duplicata de ces jeux. Ça veut dire, on reprend le concept. Oui. Il y avait tout le monde faisait, par exemple, des Space Invaders. Tout le monde en a fait, quoi. Exactement, avec peut-être des skins, donc des visuels un petit peu différents, des directions artistiques un peu différents, mais le cœur du jeu, le ludique restait le même. Et donc, il y avait finalement, ce qui s'est créé au fil des années, à ce moment-là, c'était une lassitude du public vis-à-vis des jeux vidéo. Car finalement, on pouvait acheter 10 jeux, c'était 5 fois la même chose. Oui, il y avait aussi les jeux de tennis. Tout le monde en faisait, comme Pong à l'époque, où on s'envoyait la balle. Voilà. Donc, un peu ce genre de choses. Et donc, il y avait un effondrement des ventes, un désintérêt grandissant pour le jeu vidéo. Et c'est à ce moment-là que Nintendo est arrivé avec ce vent de fraîcheur, hein, donc les Donkey Kong, les Super Mario. Et c'est ce qui a donné une première grosse impulsion au marché, quoi. Oui. Alexandre Waynes, même chose. Sur le contexte dans lequel arrive Super Mario, et effectivement, on l'oublie un petit peu parce qu'on a l'impression que l'histoire est linéaire. Depuis 40 ans, le jeu vidéo connaît des succès et touche de plus en plus de gens. Il y a eu un moment donné, ils ont douté dans les années 80 et c'était pas évident de faire Mario à ce moment-là. Oui, effectivement. Donc on sortait de l'âge d'or effectivement des bornes d'arcade, mais les jeux qui étaient prévus pour bornes d'arcade étaient prévus déjà pour des machines qui étaient particulièrement plus puissantes que les consoles de salon, puisque c'était acheté par des enseignes et rentabilisé avec la monnaie qu'on mettait dedans. Et donc du coup, quand ces jeux-là arrivaient sur les consoles de salon, la qualité était déjà automatiquement dégradée parce que les consoles qu'un particulier va pouvoir acheter est techniquement moins avancées. Donc il y avait déjà un problème à ce niveau-là. Et il y avait également un problème de design parce que les jeux qui étaient prévus pour bornes d'arcade étaient pensés pour des parties très courtes, puisque le but était évidemment de remettre des pièces le plus rapidement possible pour générer la rentabilité. Mais du coup, les jeux étaient très difficiles et ne duraient pas longtemps, parce que ça n'avait aucun sens de faire un jeu long, puisque le but était que la partie dure 10 minutes et puis qu'on passe à la personne suivante. Mais du coup, quand ces jeux-là sont arrivés sur console de salon, ça pose problème aussi, parce que quand on est chez soi dans son salon, on n'a plus besoin de mettre de pièces, on a envie d'avoir une expérience satisfaisante et non pas frustrante à cause d'une difficulté trop grande, et on veut effectivement pouvoir jouer plus que 10 minutes, plus que 15 minutes, quoi. Et donc c'est là que Mario a vraiment apporté une révolution, parce que ça a été un des premiers à proposer une expérience qui allait apporter une difficulté progressive, bien plus progressive que dans les jeux d'arcade, et une longévité et une immersion effectivement accrue par rapport à ce qu'on trouvait des jeux d'arcade qui étaient portés sur console, quoi. Ibrahim Assam, c'est vrai, quand on entend Alexandre Waynes, tous ceux qui ont joué à Mario aujourd'hui peuvent quasiment faire le premier niveau les yeux fermés, parce qu'on a tous dans les mains exactement le moment où il faut sauter, le moment où il faut tirer. Enfin, c'est quelque chose qui est devenu quasiment intuitif, parce que c'est satisfaisant, mais c'est aussi vraiment la longueur du scénario qui va permettre de rester plus longtemps et puis de pouvoir recommencer aussi autant de fois qu'on veut, alors que sur une borne d'arcade, on peut pas recommencer. Tout à fait. Il y a le côté rejouabilité, il y a le côté intuitif. Et tout cela couplé aussi au côté créatif du jeu, l'univers, la musique, etc., auquel on peut totalement accrocher, plus qu'à d'autres jeux, font qu'on revient en fait sur ce jeu, car il permet la rejouabilité, de tenter différentes choses. Par exemple, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle même le speedrunning, donc Ah oui, on va le plus vite possible. Ouais, exactement. Donc c'est même une performance quelque part de terminer un jeu le plus rapidement possible avec des records. Je pense que c'est une minute à peu près pour le plus rapide. Il me semble avoir vu ça. En passant par les niveaux secrets, etc. En une minute. Oui, c'est ça. Oui, une minute. Je pense qu'on n'est pas encore à la minute sur Super Mario. Si je dis pas de bêtises, on est plutôt dans l'ordre de 3 ou 5 minutes. Je devrais vérifier mes informations, mais
ça reste... quand on voit les heures qu'on a passées à jouer dessus. Oui, tout à fait. C'est bien pour se rappeler qu'il y a encore de la marge de progression sur les jeux vidéo. Mais c'est là quand même qu'est le génie, parce que tout ça a été prévu à la base. De pouvoir passer par des niveaux secrets pour couper le jeu pour ceux qui avaient déjà peut-être justement essayé 50 fois et qui ne veulent pas recommencer tout. Il y a des trucs pour y arriver plus vite. Des univers différents, et puis à un moment donné on est dans l'eau, à un moment donné on est dans le noir. C'est une vraie, j'imagine, variation qu'il n'y avait pas auparavant. Exactement, et je veux dire, pour compléter aussi ce que vous disiez, même, imaginons, je suis un grand fan de Super Mario, je refais le jeu, peut-être que je vais découvrir ce qu'on appelle la Warp Zone, donc cette zone de téléportation pour passer des niveaux un peu par hasard. Oui. Même si j'ai peut-être 15 heures de jeu cumulées dans les pattes, ça va relancer en fait mon intérêt. D'autant plus qu'il n'y avait pas de moyen de sauvegarder. Donc ces zones, ça permettait d'aller plus vite pour ceux qui ne voulaient pas tout recommencer à chaque fois. Ça, c'est un truc qu'a trouvé Nintendo. Quand même aussi Alexandre Waynes là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux qui sont ce qu'on appelle en open world. Les joueurs peuvent faire ce qu'ils veulent. Bon voilà, les jeux sont très très grands. Bon là, évidemment, vu la console à l'époque, on ne savait pas faire ça. Mais en même temps, on a quand même cette impression. Parce qu'on peut aller dans des endroits secret, etc. Ça aussi, c'est quelque chose de tout à fait révolutionnaire à l'époque, quoi. Oui, c'est ça. Il y a effectivement, il y a quand même 8 mondes différents, chacun avec 4 niveaux, voilà, qui en font partie, et le 4e à chaque fois dans un château avec l'affrontement contre Bowser, donc l'ennemi juré de Mario à chaque fois à la fin de. C'est cette tortue avec une sorte de, enfin, on ne sait pas si c'est une tortue ou un dragon. Enfin, bon, oui, c'est ça. C'est un peu un mélange entre les deux. Mais effectivement, il y a toute cette immersion là, cette variété qu'on retrouve déjà à l'époque et qui est tout à fait neuf dans le jeu vidéo, qui n'existait pas dans d'autres jeux au préalable, quoi. Pas de façon aussi développée en tout cas. La première, l'histoire continue. On évoque donc la sortie de Mario Bros en 1985, les conséquences culturelles, industrielles qu'elle a eues. Ibrahim Assam, ce qui est marquant, c'est la stratégie de Nintendo qui est celle de miser sur la console de salon et donc de miser sur la famille, sur les parents et les enfants qui vont jouer ensemble des jeux de qualité. Ça, c'est quelque chose de spécifique à Nintendo ? Tout à fait, c'est quelque chose de spécifique de Nintendo et c'est également quelque chose qui, à l'époque, voire commence à évoluer, et était aussi spécifique un peu à la culture japonaise. Donc, Nintendo, c'est un peu leur vision du jeu vidéo, c'est que le jeu, c'est familial, c'est fait pour rassembler les familles dans le salon, les faire jouer ensemble, etc. Et leurs jeux, que ce soit Super Mario ou beaucoup d'autres de leurs licences, sont pensés comme tels. Oui, c'est ça. Parce qu'à l'époque, on l'entend un peu dans le récit qu'on a fait, nous, à la RTBF en 83 sur les jeux électroniques, il y a encore un peu la méfiance, notamment parce qu'on tire. C'est des jeux, il y a beaucoup de jeux de tir. Alors Space Invaders, c'est avec un vaisseau, mais il y a des jeux de tir sur des canards, des choses comme ça. Ce qui paraît un peu violent. Déjà, il y a toute cette polémique. Et Nintendo, ils arrivent avec un jeu qui n'est pas du tout, même si on tire des boules de feu, si on a la petite fleur, on peut, dans Mario. Alexandre Wayne, ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant. C'est cette stratégie qui n'a pas changé de Nintendo, la famille. Oui, tout à fait, oui. Effectivement, c'est vraiment leur public de prédilection. Depuis cette époque-là, effectivement, depuis 40 ans et encore aujourd'hui. On voit bien qu'avec la Switch actuellement et alors bientôt la Switch 2 du coup, on est vraiment sur un positionnement très familial, le fait de pouvoir jouer ensemble un peu où on veut. Les jeux que Nintendo continue à faire vont très fort rester dans cette mouvance-là et vont énormément jouer sur la nostalgie notamment. Donc c'est pour ça que 40 ans après, on a toujours Mario qui est toujours là et toujours avec qualité, toujours avec innovation. Ça, c'est vraiment une grande performance de Nintendo, c'est d'arriver à continuer à créer des choses neuves avec un personnage qui, au départ, est pensé pour essentiellement courir et sauter, quoi. Donc, c'est assez impressionnant qu'ils arrivent à trouver encore maintenant, 40 ans après, des nouvelles façons d'utiliser ces propriétés-là et de pouvoir effectivement continuer à s'adresser à un public familial et qui pourra découvrir chaque fois cet univers de nouvelles façons. Et c'est intéressant de voir, Alexandre Waynes, que justement dans cette perspective qu'a eu Nintendo d'aller toucher les familles, Mario est devenu maintenant un personnage transgénérationnel qui rassemble les parents, peut-être même quasiment les grands-parents maintenant, et les petits-enfants. Oui, tout à fait, et on le voit d'ailleurs par le fait que Mario s'étende de plus en plus. Il y a eu le film d'animation qui a eu énormément de succès. Oui, c'est devenu une vraie franchise. Voilà, exactement, qui montre bien à quel point, un public
peut se retrouver derrière ce personnage-là, derrière cet univers-là. Autant les jeunes, effectivement, les enfants qui peuvent le découvrir aujourd'hui avec des supports comme ceux-là, ou les jeux récents, du coup, qui sont sur la Switch. Aujourd'hui, les enfants, c'est plutôt Mario Kart. Oui. Ça dépend. Il y a Mario Kart aussi, évidemment, oui. Où là, du coup, on va se retrouver à faire des courses. Mais dans le Mario classique, il y en a un qui va certainement sortir avec la nouvelle Switch. Et puis il y a eu Super Mario Wonder qui est sorti dernièrement sur la Switch, qui est la dernière déclinaison, on va dire, de Mario et qui a été primé, qui a eu énormément de succès. Tant critique que commercial. Et ça, c'est vraiment un jeu tout récent qui s'adresse effectivement au jeune public d'aujourd'hui. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, encore maintenant. Alors Shigeru Miyamoto, il a fait plusieurs jeux, il a fait Zelda aussi, quand même un succès incroyable pour un seul homme. C'est pour ça j'ai lu ça, qu'on l'appelait le Spielberg du jeu vidéo. J'ignorais qu'on l'appelait comme ça, mais c'est pour donner un petit peu l'image qu'il a dans le monde du gaming. C'est vraiment un génie, quoi, qui a tout changé. Il est resté après aux commandes beaucoup du créatif chez Nintendo. Il a marqué de son empreinte Nintendo. Aujourd'hui, il en est où? Parce qu'il arrive, je suppose, à l'âge de la pension. Est-ce qu'il pèse encore, ou il est retraité et puis c'est une icône pour tous les geeks du monde entier, ou est-ce qu'il est encore aux manettes chez Nintendo, Ibrahim Assam? Alors il est encore aux manettes, donc vous savez, donc chez Nintendo les grandes figures restent très longtemps. Ouais. Donc c'est aussi un phénomène de culture du travail au Japon. C'est que très fidèle à l'entreprise, très présent. Cependant, Shigeru Miyamoto, fait intéressant, donne un peu plus de place aux jeunes designers. Si je reprends l'exemple de Super Mario Wonder, qui est la dernière itération de la franchise Super Mario, sortie sur Switch l'année dernière. Les idées créatives en termes de gameplay, donc dans ce jeu-là, par exemple, Mario peut se transformer en éléphant. Il conduit une voiture. Voilà, ce genre de choses. Mais en fait, tout ça, ce sont des idées également de jeunes designers, par rapport auxquels même Shigeru Miyamoto lui-même était surpris en disant non, ça peut pas fonctionner. Et en fait, ça a été assez bien acclamé par le public. Et le jeu représente aujourd'hui 15 millions de ventes dans le monde, en checkant les dernières statistiques à ma disposition. Donc, même si Shigeru Miyamoto est toujours très 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 respecté, très 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 présent chez Nintendo, il commence un petit peu à laisser la place à du jeune sang, quoi, pour dire ça comme ça. Un mot aussi peut-être, Alexandre Wayne, sur vraiment l'aspect industriel ou économique, là peut-être plus du phénomène Mario. On a entendu dans le récit, Nintendo a décidé d'investir dans la conception du jeu beaucoup plus que ce qu'on faisait à l'époque. Plus que des programmeurs, il y a eu des designers, des sound designers, des level designers. Enfin, ils ont un peu inventé tous ces vocabulaires d'ailleurs. Aujourd'hui, quand on voit l'argent qui est mis dans la conception du jeu, on peut se dire que, effectivement, il marche un peu dans les pas de Nintendo. Il y a beaucoup d'argent qui est investi de plus en plus. Et j'ai envie de dire, Alexandre Wayne, est-ce que c'est pas trop? Est-ce qu'on risque pas, vu le nombre de jeux et l'argent qui est investi, à une forme de nouvelle crise du jeu? On parlait de 83, tellement les montants sont énormes pour aller toujours un peu plus loin dans l'expérience de jeu. Oui, effectivement, en fait, depuis même les années 70, l'industrie du jeu vidéo ne fait que, globalement, est en croissance permanente. Donc là, actuellement, on est en termes de chiffre d'affaires global, au niveau mondial, on est dans les alentours de 200 milliards de dollars, ce qui est pratiquement 10 fois plus que la musique, par exemple. Ah oui. Donc, en termes d'industrie culturelle, on est vraiment, le jeu vidéo est vraiment très très prolifique. Ça s'est beaucoup accéléré justement les dernières décennies. Par contre, là justement, en ce moment précis, depuis quelques années, il y a une petite stagnation qui apparaît à ce niveau-là, parce que du côté de l'industrie, effectivement, il y a une période qui est plus compliquée pour le moment. Donc, avec des conditions pour obtenir les financements pour pouvoir faire les productions de ces jeux qui sont plus difficiles à obtenir. Il y a beaucoup d'insécurité pour le moment au niveau mondial, en tout cas surtout dans les grosses entreprises, dans celles qui produisent vraiment les plus gros jeux. Peut-être du coup qu'on peut comparer cette crise-là à celle de 83. Ça, on verra bien dans les années qui viennent un petit peu jusqu'où cette ampleur ira. Il y a clairement des démarches qui doivent se renouveler aussi, de la créativité
activité qui doit vraiment se diversifier, enfin continuer à se diversifier. On le voit déjà beaucoup depuis ces dernières années. Le jeu vidéo a énormément mûri depuis ses origines, depuis justement Mario. Donc il y a énormément de nouvelles choses qui apparaissent. On voit que le jeu vidéo ne cherche plus uniquement à divertir, mais est utilisé aussi pour de la sensibilisation, pour de l'apprentissage. Il va vraiment y avoir des émotions fortes que l'on va pouvoir vivre à travers les jeux. Donc ce sont des expériences qui vont vraiment beaucoup plus loin que ce qui se produisait dans les années 80, vraiment au début. Mais voilà, il faut que tout ça trouve sa place effectivement et reste en phase avec les exigences toujours plus croissantes de cette industrie pour diverses raisons, notamment technologiques. Voilà. Ibrahim Assam, peut-être pour terminer, on a expliqué à quel point Super Mario avait été une révolution, une innovation, notamment en termes d'ergonomie. Aujourd'hui, les jeux vidéo, c'est soit devant un ordinateur, soit un joystick devant la télé. Est-ce qu'on pourrait voir dans les années qui viennent de nouvelles innovations, une nouvelle manière de jouer aux jeux vidéo? Alors on pense souvent à la réalité virtuelle, puis finalement on voit que ça n'arrive jamais vraiment. C'est quoi l'avenir du jeu vidéo? Alors l'avenir du jeu vidéo, c'est mon point de vue un peu plus personnel, mais selon moi l'avenir du jeu vidéo, c'est la créativité plus que la technique. On l'a vu avec l'exemple de la VR, donc effectivement c'est une technologie très intéressante. Donc ce sont les casques de réalité virtuelle. Effectivement, les casques de réalité virtuelle. On voit que même si ça reste une technologie intéressante, ça n'a pas un succès grand public car, par exemple, la technologie est fort coûteuse. Donc, justement, l'équipement, le casque est assez cher et tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'acheter déjà et la console ou l'ordinateur et les jeux qui se jouent en réalité virtuelle et le casque qui peut aussi coûter quelques centaines d'euros. Donc, comme l'expliquait mon collègue juste avant, aujourd'hui on traverse une certaine crise du jeu vidéo qui s'explique en fait par des coûts de développement de plus en plus élevés. Oui, pour un intérêt des joueurs qui peut stagner selon le type de jeu qui est sorti. Un peu du déjà-vu, quoi. Ouais, voilà. On revient un peu, d'une certaine manière, à cette notion de déjà-vu à laquelle on avait assisté au crash de 83. Et justement, Nintendo avait une posture assez intéressante lorsque certaines de ces têtes ont été interrogées sur le sujet. C'est que pour eux, la solution à ce problème, donc qui a également pour conséquence dramatique des milliers de licenciements dans l'industrie dans le monde aujourd'hui, malgré des chiffres d'affaires records qui dépassent toutes les autres industries culturelles. Mais en fait, la solution pour Nintendo, ça reste la créativité. Donc, proposer des idées nouvelles en termes de ludicité, surprendre le joueur avec des idées simples mais innovantes. Et c'est en cela qu'ils continuent à être fidèles à eux-mêmes. Moi, personnellement, là aussi où j'irais chercher, c'est peut-être au-delà ce qu'on appelle le AAA, donc le jeu vidéo blockbuster développé à base de centaines de millions de dollars, peut-être aller voir du côté du jeu indépendant, ce qui se fait, car c'est là aussi où beaucoup d'idées neuves sont explorées par des designers sortis de nulle part. Et Alexandre Weins là-dessus, puisque vous donnez des formations, donc je suppose avec aussi pas mal de gens qui vont se retrouver soit dans des grandes boîtes, soit dans le jeu indépendant. C'est peut-être là qu'il y a la créativité qu'il y avait à l'époque dans les années 80 chez Nintendo. Oui, très certainement, effectivement, parce que dans l'industrie donc AAA, donc vraiment les grosses sociétés, eux, ils vont surtout se mettre au défi d'un point de vue technologique pour vraiment avoir les technologies de pointe, mais ils vont prendre relativement peu de risques au niveau créatif et du coup, dans cette sphère-là, les jeux vont un peu tous se ressembler et ça induit cet essoufflement qu'on évoquait. Tandis que dans la sphère indépendante, effectivement, où là, c'est des petites équipes. Moi, par exemple, via mon accompagnement dans la couveuse d'entreprise Azimut Entreprendre, je suis plusieurs équipes, mais qui sont des équipes de 1 à 5-6 personnes. C'est des toutes petites équipes, mais qui peuvent vraiment s'exprimer, qui peuvent vraiment faire ressortir ce qu'ils veulent faire vivre, ce qu'ils veulent exprimer et amener vraiment de la nouveauté en termes d'expérience de jeu et en termes d'émotions qu'on va pouvoir ressentir. Et du coup, c'est beaucoup plus riche et effectivement, on peut bien espérer que c'est de cet axe-là qu'une révolution puisse à un moment apparaître et relancer évidemment cette industrie. En tout cas, un grand merci Alexandre Weins. Je rappelle que vous êtes game designer et merci également Ibrahim Assam, chargé de projet gaming pour la RTBF XP, d'avoir été notre invité. Tout le plaisir pour moi. Merci à vous.
Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue. Avec les archives de la Sonuma, une émission réalisée par Jonathan Remy, coordonnée et préparée par Émilie Malice.